C'est pas une obligation que ça soit le plus jeune, c'est juste une position. Bonsoir, chers collègues. Donc, le secrétariat est assuré par notre collègue Didier Maricel. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, chers administratifs. Bonsoir, chers populations. Félicien Boudot. Présent. Petro Métonique Manuela. Présent. Bonjour Lucien. Représenté. Alcimin Bajazé Ligal. Représenté. Moulin Roguin. Ubagadis. Saint-Sylvie Jean-Louis. Présent. Fonsylviane. Franciane Saturnin. Présent. Belfort Jacqueline. Présent. Citadelle Christian. Dagonia Sylvie. Présente. Promeneur Richard. Megala Salon Patricia. Présent. Rati Martelin. Présent. Mika Clara. Présent. Mancela Maricel Arthur. Présent. Yatibel Zachary. Maricel Didier présent. Mercatier Sonia. Arna Samon Cindy. Abila Alif. Osamon Francia. Présenté. Anjas Patrick. Rémi Bruno. Gracchus Benjamin. Bimaton Edwige. Ramassami Nicole. C'est bien, mais vous avez. Alors, 18 présents. Et 4 représentés. Donc le quorum est atteint. Merci, chers collègues. Avec 18 présents, nous pouvons valablement délibérer. L'ordre du jour est un ordre du jour principal. Il n'y a que des affaires au bordereau, il n'y a pas d'affaires hors bordereau. Donc, ce soir, vous allez me voir avec des petites lunettes rondes. Je n'ai pas l'habitude de porter, mais je fais ma petite publicité. Elles ont été réalisées par David Lintor. Dominique pardon. Donc je pense que faire les lunettes, c'est moins risqué. Mais c'est qu'à faire les lunettes à Jean-Louis aussi, on lui va dire. Je ne suis pas le seul. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Non, il ne les fait pas tous, mais qu'à faire deux trois par quand même. Enfin, tu les plus stylés, c'est lui qui les fait. Ce soir, on a un bel ordre du jour, mes chers collègues. Notamment le vote du budget supplémentaire qui est une obligation. Et quelques points bien sûr qui concernent la vie courante de notre collectivité, mais j'ai quand même, avant de commencer, une bonne nouvelle à vous annoncer et ça me permet de reclarifier les choses ici là. Même si je sais qu'à votre niveau, je n'avais pas besoin, mais comme nous sommes en direct live et que la presse y est là, la commune de Capesterre-Belle-Eau a délibéré hier soir pour nous rejoindre à hauteur de 10% dans la SPL de Ravinchou. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que nous pouvons démarrer à temps la
gestion, l'exploitation de ravines chaudes à travers la société publique locale. Donc, on va aussi, je le dis maintenant, à la communication, je le dis aussi au DGS, mais surtout au DGS, puisqu'on va voir ça avec la SPL, il va falloir faire une belle. Rien ne change à ce niveau-là. La SPL, la Société publique locale, n'est qu'un exploitant avec qui on va signer, bien sûr, une convention d'exploitation pour un certain nombre d'années. DGS, c'est pour combien de temps? Je ne sais plus. Ça dépend, hein, c'est nous qui allons voir les autres contrats, mais ça peut aller à 6 ans et plus. Voilà, ou à peu près 6 ans. 6 ans. Voilà, 6 ans. Ou à peu près 6 ans. Donc, le temps de conseil d'administration, c'est tous les 6 ans, donc on va aller. Oui, il faut mieux tous les 6 ans, voilà, donc tous les 6 ans. Et puis, de toutes les façons, il ne faut pas aller plus loin, à mon avis, parce que si ça se passe bien, tant mieux. Si ça ne se passe pas bien, il faut pouvoir changer pour partir sur autre chose. Donc, ce ne sont que des exploitants. Notre fierté, c'est que la directrice qui, aujourd'hui, a préparé avec nous, la directrice opérationnelle qui a préparé les choses avec nous, est une jeune Lamantinoise, bien formée dans une grande école de commerce. Et ça, c'est notre fierté. Bon, après, bien sûr, on verra qui sera la directrice de Ravine-Chaude parce qu'il faut quand même passer les entretiens, il faut quand même faire les choses dans les règles de l'art. Mais elle nous accompagne jusqu'au mois de décembre, à cette période de transition. Donc, je remercie M. Boucault qui peut-être n'est pas là, mais qui nous accompagne aussi, et tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette période de transition, ainsi que nos élus. J'espère très, très sincèrement, chers collègues, que ce nouveau management, ce nouveau changement, cette nouvelle façon de gérer Ravine-Chaude va nous apporter un peu de lumière, puisque nous cherchons, hein, je dis des choses, mais nous cherchons. La ville de Lamentin à 90% quand même, ce n'est pas rien. Et la ville de Cap-Esther à 10%. Et après, bien sûr, on verra s'il y a d'autres villes qui voudront venir nous rejoindre. Parce qu'il y a des sources chaudes à Adé, il y a l'eau de Sofaya. C'est le même principe, mais ça veut dire que la population, la commune de Adé restera toujours propriétaire de ses sources. Mais la commune de Dé peut demander à l'SPL de gérer la source pour elle. Tout comme Sofaya, la commune de Sainte-Rose, qui restera toujours propriétaire de Sofaya, peut demander à la SPL de gérer le site de Sofaya. Vous bien comprendre l'esprit. Voilà. Je voulais vous dire ça parce que j'étais content d'apprendre la nouvelle cet après-midi et de la partager avec vous. Le point numéro 1, c'est l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 25 octobre 2023. Est-ce qu'il y a pas de remarques? Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Ah, j'ai pas vu, excusez-moi, collègue, j'ai pas vu. Mais donc une abstention. Deux. Tu as une procuration? Donc, deux abstentions. Le chapitre est le suivant. On le retrouve en page 13 à 17 du détail budgétaire. Alors, selon le tableau, en fonctionnement, chapitre 011, charges à caractère général en dépenses, moins 442 523,97. Chapitre 012, charges de personnel, 890 000. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 20 000. Chapitre 67, charges spécifiques, 37 000. Chapitre 023, virement à la section d'investissement, 2 424 256,47. Concernant la section d'investissement, en immobilisation corporelle, chapitre 20, en dépenses, 278 117,31.
Chapitre 21, immobilisation corporelle, moins 222 812,21. Chapitre 23, immobilisation en cours, 1 060 677,11. Chapitre 26, participation et créances rattachées, 60 000. En recettes, chapitre 13, subvention d'investissement reçu, 3 397 822,38. Chapitre 24, produit des cessions d'immobilisation, 1 973 209. Chapitre 21, virement de la section de fonctionnement, 2 424 256,47. Ce qui nous fait un fonctionnement total en dépenses de 2 928 732,50. En section d'investissement, en dépenses 1 175 982,21. Et en recettes 7 795 287,85. Le budget est détaillé par section et se présente ainsi qui suit. En fonctionnement, en dépenses qu'on retrouve en page 134, 137 à 140. Charges à caractère général, moins 442 500 incorporelles et corporelles qui sont détaillées en page 26 et 27 et qu'on retrouve également aussi pour les opérations d'équipement en page 28, 29 et 30. En recettes, page 132 à 133, les subventions d'investissement reçues. Il s'agit de 140 419 €, subvention DETR 2023, reçue pour la création d'un espace FIT au Parc de la Verdure. 43 200 €, plan de relance de l'État pour des cantines scolaires. 2 111 974,37 €, subvention complémentaire du FPRNM pour la construction du groupe scolaire de Caillou. 230 000 fonds d'aide aux communes 2022. Cette subvention a été affectée sur 2 projets, celui des vestiaires des services techniques et celui de la construction d'une aire de jeu. 78 875 subventions de l'État pour le projet numérique dans les écoles. 345 360 subventions de l'État, fonds vert pour la rénovation architecturale et énergétique des bâtiments communaux. 170 919 subvention caisse des dépôts dans le cadre du projet Petite Ville de demain qui comprend les opérations suivantes. Site patrimonial remarquable, classement du bourg en lien avec les monuments historiques à Litue, études hydrauliques dans le cadre de la réhabilitation du quartier de Borel, un commerce, site internet à destination des commerçants, projet urbain, études sur la revitalisation du bourg. 277 075,01, subvention CIMEC pour l'enfouissement des lignes électriques du bas du bourg. Au chapitre 24, produit des cessions d'immobilisation, 1 973 209. Au chapitre 21, virement de la section de fonctionnement, 2 millions. S'agissant de la section de fonctionnement, un crédit de fonctionnement voté au titre du présent budget en dépenses, 2 928 732,50. En reste à réaliser de l'exercice précédent, RAR N-1, 0. En résultat de fonctionnement reporté, en recette 2 928 732, ce qui nous fait un total de la section de fonctionnement de 2 928 732,50 et en recette 2 928 732,50, ce qui nous fait un total pour le budget en équilibre, en dépenses de 28 673 699,78 et en recette 28 673 699,78. Le président vous invite à en délibérer. Merci collègues. Y a-t-il une question pour OBS? Donc, je précise quand même que les réformes techniques, surtout pour c'est un budget supplémentaire qui arrive en fin d'année pour intégrer les résultats du compte administratif, c'est-à-dire tout ce qui était en moins ou en plus, et qui intègre bien sûr les dépenses, les recettes supplémentaires qui ont pu arriver au cours de l'année. Voilà, et qui nous permet aussi de faire le transfert de la section de fonctionnement vers la section d'investissement. C'est un BS qui nous satisfait, premièrement parce qu'il arrive tard. Si un BS arrive tard,
pour finir l'année, pour payer les salaires. Donc c'est important pour nous de voter ce BS-là de façon à pouvoir intégrer ces 800 000 euros de façon à pouvoir payer les salaires. Autre difficulté aussi qu'on aurait pu avoir, c'est qu'il nous fallait intégrer aussi toutes les nouvelles recettes en investissement cette fois-ci pour finir l'école de Caillou. Parce que comme vous savez, on a toujours dit qu'il nous manquait quand même pas mal de recettes pour finir l'école de Caillou. Mais j'étais au début de l'année confiant, puisqu'on avait annoncé un manque. Parce que certains disent que c'est un déficit, c'est plus un déficit. C'est quand on arrive là maintenant, c'est si c'est un déficit ou pas, au BS. C'était un besoin de financement qu'on avait pour l'école de Caillou. C'était pas, enfin, l'école de Caillou de l'investissement, mais c'était pas une petite affaire, puisqu'on était autour quand même des 5 millions d'euros qui nous manquaient. Mais on savait qu'on avait dans les tuyaux, effectivement, à la fois un emprunt auprès de c'est la Banque des Territoires, non, c'est l'AFD ou la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, on avait un emprunt de 3,5 millions d'euros auprès de la Banque des Territoires. On savait bien sûr qu'on attendait un abondement venant de l'État. Et on savait aussi qu'on attendait les fonds européens et qu'avec ça, on allait pouvoir couvrir les 5 millions d'euros qui nous manquaient. Donc, c'est des choses faites. Et puis, quand vous arrivez en fin d'année comme ça, en investissement, ce n'est pas la peine de garder le budget. Les opérations très anciennes que vous n'avez pas consommées totalement, que vous avez réalisées, mais pour lesquelles vous n'avez pas consommé. Donc, effectivement, toute cette dynamique-là fait qu'aujourd'hui, on présente pour la première fois à la montagne un budget de 28 millions. 28 millions combien? 28 millions de 600 euros, c'est-à-dire on frise les 30 millions d'euros. Donc, je pense que peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, le budget de la montagne sera un budget qui va toucher les 30 millions d'euros. Ce qui n'est pas rien, ça veut dire qu'on va vraiment entrer là dans la cour des communes qui brassent vraiment un volume assez important. Donc c'est à nous à bien gérer pour que ces recettes-là soient bien utilisées pour le bien de la population et que ça ne soit pas mal utilisé, que ça soit vraiment utilisé pour le bien de la population. En tout cas, une chose qui nous satisfait, c'est qu'on arrive à dégager quand même un excédent d'exploitation, excusez-moi, c'est ma déformation professionnelle. Un excédent dans le fonctionnement, un excédent d'exploitation. Mais bon, dans ma vie, j'étais durant l'entreprise, c'était comme ça, franchement. C'est un excédent de fonctionnement de 2,4 millions, c'est ça? De 2,4 millions, ce n'est pas rien, parce que j'aurais aimé que beaucoup d'autres communes en Guadeloupe puissent justifier, comme la commune de la Montagne, ce serait une bonne chose pour la Guadeloupe. Un excédent de 2,4 millions, c'est très rare, c'est très difficile pour les communes aujourd'hui de pouvoir dire qu'il y a un excédent en fonctionnement. Donc nous sommes très fiers de cela, puisque c'est 2,4 millions en fonctionnement, c'est 2,4 millions que nous allons pouvoir mettre sur l'éclairage public, que nous allons pouvoir mettre sur les routes, que nous allons pouvoir mettre sur les équipements qu'il faut acheter pour les écoles, au cœur de la formation et de l'éducation des jeunes. Voilà, vous en occupez pas. Donc il faudrait que l'accent soit mis sur l'école, et ça depuis le mois, depuis les petites vacances de Noël, essayer de taper un peu 2 ou 3 salles en peinture, et puis les vacances de carnaval, faire pareil, et puis faire le maximum pour les grandes vacances. On est OK sur ça, monsieur Herté, on en avait déjà parlé. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, c'est fini, on va parler, ça va tout le monde de l'autre. Bon, si tout le monde est OK, on va passer au vote d'abord. Pour le budget. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le budget supplémentaire adopté avec moins 2 abstentions. Voilà. C'est un bon budget. Malheureusement, comme je vous disais, c'est un budget qui n'a pu pas vivre que 15 jours.
c'est un budget pour l'année 2023 au 31 décembre dernier. Et à partir du 1er janvier, on recommence sur le budget de 2024, même s'il n'est pas encore voté, mais il y a la règle du 12e. Et voilà, c'est notre méthode, c'est encore plus possible. Voilà. Je sens que Mme Tougeau est soulagée, ainsi que M. Mirabel. Pascal, je vous félicite. Je vous félicite, vous et monsieur et tous ceux qui ont travaillé dessus, et M. Jean-Louis Saint-Silly particulièrement, je ne dirai pas tout, mais dans une situation particulière, il a tenu quand même faire le job. Je lui dis, Maricel, tu as la parole. Bonsoir, chers collègues. Merci, Président. Dans le cadre du diagnostic sanitaire de l'église Sainte-Trinité au Lamentin, des travaux d'urgence sont à prévoir afin de sécuriser le bâtiment. Situé au centre de la localité de Lamentin, il y a une coquille sur le texte. Oui, mais quand il y a un coquille, les rues, on va pouvoir corriger ça, mais c'est automatique. Tout à fait, monsieur le maire, d'accord. Situé au centre de la localité de Lamentin, l'église Sainte-Trinité a été construite par l'architecte Arthur dans les années 30. L'édifice est inscrit au titre d'un monument historique en 2009 et classé par l'arrêté du 8 juin 2017. Du fait de son époque de construction, l'église bénéficie également du label patrimoine du XXe siècle. Les récentes intempéries ont provoqué des infiltrations d'eau et la fragilisation des structures du bâtiment. Les infiltrations d'eau sont visibles sur les plafonds et les murs intérieurs de l'église. Des morceaux de faux plafond se décochent, des fissures et des éclatements de béton sont également visibles sur les plafonds, des poutres et les murs. Ces éléments se retrouvent sur la majorité du plafonné intérieur. En outre, l'étanchéité de la toiture n'est plus assurée, ce qui laisse place à des infiltrations d'eau au sein du bâtiment. L'écoulement des eaux de pluie ne se fait plus correctement. Le total du coût du projet de 509 113,65 €. Le maire vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Avec des questions. Pas de questions à poser, mais je voudrais porter un éclaircissement à ce sujet. Alors, il ne s'agit pas des intempéries, des dernières intempéries qui ont favorisé ou accentué le détérioration de l'édifice, qui est notre église de Lamentin, mais depuis que tantôt qu'elle est là, elle est âgée, elle mérite vraiment que l'accent soit porté sur cette réflexion, une urgence pour que la communauté lavantinoise qui a l'habitude de se retrouver en son sein puisse continuer à cheminer dans leur foi. Voilà, merci beaucoup. J'abonde dans le sens de Clara. Oui, Patrick, vous voulez dire quelque chose? Je voudrais savoir si les travaux ont commencé. Alors, effectivement, j'ai le DAF qui me dit que ça a été corrigé, que c'est l'ancienne version qui a été. D'accord. Donc, faites attention quand vous lisez la bonne version et pas l'ancienne version. On n'a pas reçu. Même le nouveau n'est pas corrigé. Bon, de toutes les façons, c'est la nouvelle version qui doit être envoyée. Monument historique et également puisque l'église est classée monument historique. Il y a également l'architecte des bâtiments de France un sondage puisque effectivement il y a eu un marché passé, des travaux qui sont commandés, mais
sous l'édifice, comme il y a eu une rénovation en 2000, donc il fallait voir effectivement ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il existe vraiment. Donc ils ont fait un sondage et à partir de ce sondage-là, les travaux vont vraiment commencer, de réhabilitation, des travaux d'urgence vont vraiment commencer au mois de janvier. Oui, ça va durer combien? Les travaux sont prévus pour une durée de 8 mois sans surprise. Je dis surprise parce que c'est un monument historique. Donc nous avons l'obligation de remettre en état de domaine patrimonial. Ok, parce qu'à l'instant, juste en rentrant, j'ai averti le directeur ici que c'était dans le programme de ce soir, donc il voulait savoir est-ce qu'il a sûrement dû voir. Mais l'entreprise était là il y a de cela à peu près 2 semaines et qui est resté 2 semaines sur le bâtiment quand même. Ok, 8 mois et... Voilà. Mais bon, avant toute chose, il faut le passage de l'architecte des monuments historiques et de l'architecte des bâtiments de France qui doivent confirmer, eux, exactement ce qu'on doit faire. Patrick, moi, je ne vais pas mettre ma main pour les 8 mois. Oui, on va Non. C'est un bâtiment, c'est un monument classé bâtiment historique. Dans les travaux là, mais vous savez, ça a des contraintes. C'est par l'État. On est bien accompagné par l'État. Mais les contraintes sont terribles et nous on n'a pas la main parce qu'en fait c'est les architectes de France qui décident. Et nous, on peut subir des délais. Regardez, je dis la vérité, je n'ai rien à cacher. Ça fait plus d'1 an qu'on aurait dû déjà terminer le palais de justice. Le palais de justice. D'après vous, pourquoi on ne l'a pas terminé? Tous les détails, ah non, les carreaux ne sont pas identiques. Donc il faut chercher qui produit des carreaux comme cela. Il n'y a aucun fournisseur qui produit des carreaux comme cela. Donc il faut aller chercher. Qui va le faire? Qui va le faire? Il faut aller chercher une entreprise qui accepte spécialement pour nous et uniquement pour nous de produire des carreaux à l'identique de ceux que Aliture avait. Et là tu repartis encore. Pareil pour les grandes portes. Les grandes portes, pareil. Donc, on cherche, plus personne ne fabrique des grandes portes comme ça encore. Donc, il fallait aller trouver un ferronnier, comment, je ne sais pas, un artisan ferronnier, voilà, qui construise exactement pareil. Un compagnon qui construise exactement comme à l'époque, comment il s'appelle, enfin, l'architecte Aliture avait demandé à le faire. Donc, je préfère vous dire la vérité. On part sur 8 mois si tout se passe bien, sauf surprise. Une surprise identique. Voilà, c'est ce qu'on explique. Et quand on va faire les enveloppes, on risque de trouver le vrai plafond d'Aliture. Voilà. Non, on n'est pas là pour surprise. Non, je préfère être honnête. Hein? On n'est pas là pour surprise. Je vous le dis très sincèrement. Donc ce sera l'objet de ma question concernant la chapelle de Rossonda. Étant donné que les travaux vont durer 1 an, on va dire. Est-ce que, je ne sais pas, c'est une question, est-ce qu'on pourrait soulager l'accès à la chapelle par rapport au trou, puisque l'église est fréquentée là, c'est un lieu très fréquenté maintenant. Le mardi, le samedi 2 fois et le dimanche 2 fois. Donc, quelle amélioration, s'il y a la possibilité de monter une amélioration pour l'accès à la chapelle? Patrick, tu as tout à fait raison. C'est cette option-là qu'on a prise. Parce que je préfère encore clairement dire que je prends cette option-là. Parce que comme on ne maîtrise pas l'autre, il vaut mieux prendre cette option-là. Donc, on a prévu de faire des travaux. Où est-ce qu'on en est, monsieur? Jusqu'au mois de janvier. Ça commence au mois de janvier. Au mois de janvier, on fait la route, c'est ça?
l'accès, on améliore l'accès à la chapelle. On améliore l'accès à la chapelle. Oui. Clara, tu connais un peu mieux que moi, vas-y. Alors, à partir du mois de janvier, ça a continué d'être fait parce que la coupure ne le permet pas. On avait déjà, l'entreprise était déjà là, on avait déjà été chercher le FRESAC. Malheureusement, on n'a pas pu le poser parce qu'il y avait effectivement les intempéries. Donc, on préfère revoir tout ça, puisque les entreprises vont être en vacances fin décembre. Donc, on se revoit au début. J'ai eu quand même une seule personne qui intervenue quand même par rapport à l'éclairage, qui m'a dit qu'il pouvait peut-être penser à l'éclairage, mais je préfère parler à ceux qui maîtrisent mieux que moi. Alors, je vais travailler avec monsieur Ajas, puisque monsieur Ajas fait partie de la communauté et me dira ce qu'il y a lieu de faire, ainsi que Père Délécy, pour voir s'il faut vraiment mettre plus d'éclairage. Ok. D'accord, merci. D'accord. C'est bon, Raquel? Oui, ça va. Ok, super. Merci. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté ici, là, c'est à l'unanimité, à l'unanimité. Merci beaucoup. Je n'ai pas pensé à le faire en début de séance. Je ne sais pas si on l'avait fait au dernier conseil municipal, mais je tiens à remercier et n'envoyer aucune, moi je pourrais vous dire, une stratégie politicienne, à remercier Patrick pour le rôle important qu'il a joué aux côtés de l'association pour régler le problème des caressages. Parce qu'on avait discuté, la grosse difficulté c'était de mobiliser la population. C'était important de mobiliser la population et je pense qu'il a joué pour beaucoup, à la fois sur les réseaux, à les maisons, ils ont cherché des gens pour mobiliser la population parce que pour régler le problème comme ça, c'est sûr que la puissance humaine c'est quelque chose. Bon, on avait l'État qui n'était pas vraiment contre nous, mais qu'il fallait quand même convaincre. Son passé pour mieux vivre son présent, c'est se tourner vers ses racines profondes, celles qui nous ont donné vie et nous ont construit. Élaborer un arbre généalogique peut s'avérer être une activité très plaisante, tout en poursuivant la quête de soi-même, au-delà de soi-même. Bien plus qu'un dessin, l'arbre généalogique fournit des informations précieuses s'agissant de nos origines et nous explique notre provenance avec certitude. C'est à ce titre que le service personnes âgées et personnes en situation de handicap propose de mettre en place un atelier participatif autour de la généalogie qui permettra à 30 seniors âgés de 60 ans et plus de retrouver leurs ancêtres. Madame Flora Loudat-Cancel Diomar, généalogiste, animera cet atelier qui se déroulera à la médiathèque Ernest JPP à partir du mois de février 2024 sur une durée de 40 heures, soit 20 séances de 2 heures à raison de 2 séances par semaine. Un règlement intérieur sera mis en place afin de définir les modalités de participation et de fonctionnement de l'action. Le coût de l'action est de 8 000 €. Le budget prévisionnel est le suivant. Donc, atelier généalogie, familiarisation, support informatique lié au site de généalogie, recherche généalogique, durée 20 séances de 2 heures à raison de 2 séances par semaine, pour un montant total de 8 000 €. Le plan de financement est le suivant. Poste, donc prestation activité, à hauteur de 8 000 €. Financeur, donc le conseil départemental pour une participation de 6 400 €. La commune de Lamentin pour une participation de 1 600 €, soit un total de 8 000 €. Si on remet ça chaque année, on aura à peu près une trentaine de personnes chaque année qu'on va accompagner. Puis il va falloir aussi faire un choix au niveau des familles, parce que vous comprenez très bien, si on fait 30 personnes, on ne peut pas faire 5 fois, 10 fois la même famille. Quoi. Il va falloir aussi choisir les familles qu'on va faire. Puis après, ça sera une bonne utilisation qu'on pourra en faire. Hein.
en termes de communication, en termes pédagogiques, à la médiathèque, dans les écoles, pour bien comprendre l'origine des familles, c'est très important. Moi, je l'ai fait pour moi, je vous avoue qu'on apprend des choses. On apprend énormément de choses. Et on comprend aussi des choses. Oui, vas-y. Christian. Moi, dans cette action, c'est surtout le volet historique qui m'intéresse beaucoup, puisque quand on regarde l'histoire des familles de Lamentin, il y a aussi beaucoup de familles de Sainte-Rose qui sont liées aux familles de Lamentin. Ne serait-ce qu'à Castel, en traversant le pont Moko, on retrouve beaucoup de familles de la région cadette Bonne qui sont aussi liées à des familles de Lamentin. L'agriculture aussi a amené beaucoup de familles à Lamentin, l'usine de Grosse Montagne. Donc, il y a un gros volet historique aussi à développer autour de cette action. C'est fondamental ce que je viens de dire. À partir de l'histoire des familles, on comprend effectivement les migrations qui ont la même source, la même famille. Et après, et c'est la même souche et ça démarre à un seul endroit, tout ça. Ça démarre où? À l'habitation Belle-Rivière, à Sainte-Rose. Et c'était l'histoire de comme moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, moi ce que je propose, c'est qu'on vote sans l'État, et je parle à ma collègue, qui est ici en charge de la culture, deuxième adjoint au maire pour lui dire. Il faudrait que la commission culture poursuive le travail sur le plan historique, comme dit effectivement Christian. C'est-à-dire une fois que le travail sera fourni, sera terminé, que la commission culture, elle, puisse aller sur le volet culturel, comme le dit Christian, avec la médiathèque, et voir comment on pourrait capitaliser sur ça et parler de l'histoire des familles. Voilà. C'est très important. La baie de Blachon, la relation avec le nord Grande Terre à travers le petit puits de Sac-Marin. Vous ne pouvez pas savoir comment ça anime l'histoire de la montagne. Comment de gens qui sont sortis de Port-Louis, de Petit Canal, et qui sont arrivés par des petites barques, des petites embarcations, notamment la famille Boubouillon. Les Boubouillons sortent de Port-Louis avec Sylvie Damounia et Jessica Norandin, tous les autres élus et tous les administratifs. On vous applaudit, bravo. C'est une belle chose pour la montagne, pour la Guadeloupe même. Merci. Sylvie n'a pas parlé d'Amounia et les gravillons, mais on est allé d'Amounia et les gravillons aussi. En ça, vous le sortir. Quatrième point, tarification forfaitaire du Festi-Marché, présenté par Ali Génipa. Dans le cadre de l'évolution du Festi-Marché de Lamentin, il est proposé de mettre en place une tarification forfaitaire annuelle et semestrielle à destination des exposants. En effet, à ce jour, le droit de place réglementaire a été fixé à 10 € par délibération du conseil municipal. Cette disposition offre la possibilité aux exposants de payer uniquement à la journée. Cependant, cette méthode ne permet pas aux services organisateurs d'avoir une visibilité suffisante à moyen terme, ni sur la quantité d'exposants présents,
et donc de place disponible, ni sur la diversité des produits présentés. Afin de rationaliser l'organisation et la gestion du festi-marché, des tarifications annuelles et semestrielles peuvent être mises en place, comme cela est le cas dans la plupart des marchés d'envergure. Elles permettent aux exposants de payer leur place pour l'année où le... On permet un paiement forfaitaire. Donc, je pense que c'est mieux pour nous déjà parce que ça fidélise les exposants. C'est mieux pour nous, ça fait moins de manipulation aussi comptable. Et puis l'exposant qui est fidélisé, il a un bonus, hein, parce que ça lui fait un gratuit à l'année. Voilà. Je vous encourage à fonctionner un peu comme ça. Je regarde Mme Vitova et je sais que Jean-Michel Lesnel, il le fait déjà depuis longtemps, de fonctionner comme ça sur des tarifs annuels, parce que ça fidélise, mais vous connaissez comment c'est compliqué des fois la comptabilité avec le trésor. Donc moins on a le détail de la comptabilité, plus c'est plus facile pour nous. Et puis bon, c'est vrai que ça permet de fidéliser, mais ça permet effectivement. Voilà. Il y a moins de manipulation, moins de travail de nos agents, et moins de risque d'erreur aussi en termes de comptabilité, fidélisant comme ça, au lieu d'aller dans le détail. Chaque fois, les gens payent 10 euros, 10 euros, 10 euros. Voilà, c'est mieux comme ça. Il faut penser à ça, même pour le secrétariat. On va voir ça tout à l'heure. Y a-t-il des questions? L'exposant qui rate le marché, il sera remboursé ou... C'est un forfait. C'est un forfait, donc. C'est pour ça qu'on le fait, justement, c'est pour les obliger à venir à chaque fois. Bon, ceci dit, c'est pas un problème qu'on aura parce qu'on a constaté qu'ils sont réguliers et eux. C'est bien moi qui fais lecture de ce point. Bonsoir à tous et merci. Dans le cadre de la préparation des festivités du mois de décembre, la ville de La Montagne propose une programmation d'animation sur le thème Enchantement et Tradition. L'objectif est d'offrir à la population un mois d'animation autour de la thématique de Noël en faisant intervenir les codes classiques et le respect des traditions locales. Ces festivités feront intervenir la dimension culturelle par la découverte d'expressions artistiques de niches telles que les marionnettistes, les arts du cirque, le théâtre, mais également les jeux d'antan traditionnels. La dimension jeunesse et cohésion sociale s'inscrira, comme chaque année, à travers l'implication du maximum de scolaires. Enfin, cette programmation se veut vecteur de dynamisation économique à travers le renouvellement du partenariat avec les commerçants des galeries Mon Plaisir, mais également la volonté de mettre en valeur le cours de la ville afin que les commerçants du centre-ville bénéficient des animations proposées. La programmation du mois de décembre 2023 commencera le mercredi 6 décembre toute la journée avec les ateliers de main en main. Ces ateliers créatifs parents et enfants, enfants de 3 à 17 ans permettront aux familles de concevoir des créations telles que bricolage, peinture, cuisine, etc. sur la thématique de Noël. Le samedi 9 décembre à partir de 16h, la population est invitée à participer à l'illumination de l'arbre de Noël qui sera installé sur le square de la ville, de l'hôtel de ville. Plusieurs animations seront proposées, notamment un spectacle de contes emprunt par la féerie de Noël, créé par une animation photo avec le Père Noël, suivi d'un spectacle de magie, puis d'un cirque contemporain. Par ailleurs, comme chaque année, le Ciné-Théâtre proposera des projections de films de Noël gratuitement pour les enfants de La Montagne. Enfin, ce mois de décembre sera clôturé le 31 décembre à minuit par un spectacle de feux d'artifice tiré sur la baie de Blachon à l'occasion de la nouvelle année. Plusieurs parties de ce projet seront soumises au cofinancement de la CAF, du Conseil régional et du Conseil départemental.
Le montant total des animations de Noël au mois de décembre 2023 est de 52 883,17 €. Les différents budgets prévisionnels des manifestations précitées se présentent comme suit. Atelier de mai en mai du 6 décembre 2023. Compagnie bâtisseur, gratuit. Fondésie, atelier cuisine 720. Centre Majaya et Spa atelier naturopathie 1860. La nébuleuse savonnerie, confection de savon 450. Eiffel Caricera, confection de bougies 250. Collation pour 150 personnes 335 €, soit un montant total de 4 415 €. Noël Montainbelle. Du 15 décembre, marché de Noël, grand marché Noël, grand chantier Noël, journée des scolaires. Communication 2 932,26 €. Sécurité 1825,19 €. Logistique 2 796,77 €, soit un total de 3 690 €. Spectacle du 22 décembre. Atelier maquillage pour enfants 630. Spectacle de magie 663,65 €. Spectacle d'acrobatie de jongleur et de 2400. Sécurité 100. Sonorisation éclairage 650, soit un total de 4 443,65 €. Spectacle d'illumination du 31 décembre 2023. Tir de feu d'artifice pour compter 7 minutes. 5 000 €. TTC. Soit le budget global des animations du mois de décembre pour un montant de 52 883,17 €. Le conseil régional 10 636. Le conseil départemental 10 636. CAPT 7066,90 €. CAP 12 000. Commune de la Montagne 12 615,55 € pour un montant total de 52 883,17 €. Le président vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions à poser? C'est une manifestation qui a déjà commencé sous le mois de. C'est une manifestation transversale qui aujourd'hui concerne plusieurs élus et plusieurs services, à la fois bien sûr le service économique, le service culturel, mais aussi tout ce qui est politique éducative, et même le lien intergénérationnel, donc ça passe assez large. Donc vous avez pu travailler en transversalité, se met ensemble, on fait venir le maire, on fait venir beaucoup de personnes, etc. Et puis voilà, j'essaie de trancher des choses. En tout cas, dès le début, c'est une opération qui s'est déroulée dans une bonne ambiance. Et je vous invite à continuer comme ça. Et la Montagne est devenue une ville phare là pour. J'ai vu ce matin, cet après-midi, ce soir-là, j'ai vu un amateur de photos qui n'est pas là Mantinois du tout, sortir d'où il est pour venir faire des photos. Des gens qui viennent régulièrement faire des photos tout le temps parce que l'illumination, moi je pourrais dire, l'option qu'on a choisie de ne pas disperser, mais de concentrer, c'était une bonne option parce que ça permet effectivement de donner plus d'éclat. C'était très bien. Je vous remercie tous parce que c'est un travail collectif et le DIRCAM aussi parce que je sais qu'il a joué un rôle important là-dedans. Donc je vous remercie tous, vraiment tous. C'est pas fini, hein, le plus beau morceau c'est demain soir. Demain après-midi. Ouais. À 19h et après chanter Noël avec Kassika. Avec Kassika. En première partie. Première partie, Christian Lava. Et Kassika, deuxième partie. Donc ça fait chaud. Et différé à la montagne demain soir. Je pense que la population a besoin de ça parce qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles, il y a tellement de morosité, il y a tellement de. Bon, on a du cofinancement.
ça va faire baisser bien sûr la participation de la mairie. Mais une telle manifestation sur un mois, ou ce montant-là, c'est un exploit. C'est un exploit. Donc, vraiment, félicitations pour la maîtrise budgétaire. Parce que les gens de manifestations comme ça, je ne dis pas la montagne, mais moi, dans les autres communes, quand je vois les affiches des manifestations comme ça, c'est dans des 120 000, 200 000, 250 000 euros, etc. Et nous, on ne touche même pas les 60 000 euros, hein, on est entre 50 et 60 000 euros. Donc, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir faire mieux avec peu. C'est un peu ça, faire mieux avec peu. Merci beaucoup. Tu dis quoi? Ah, je ne sais pas. Mais en tout cas, à Blachon, on attend, pour le 31 décembre, on attend la population de Blachon. On attend les Lamantinois. C'est ouvert spécialement pour nous. Mais c'est une opération qui se fait avec l'association Blachon. C'est, voilà, donc on doit spécialement l'association. Je t'ai fait passer le CSMS, tu as vu, donc on fait de ça. C'est réglé. C'est réglé? Ok, d'accord. Super. Vive l'association Blachon en mouvement aussi. N'est-ce pas, monsieur Gatier? Oui. On dit vive l'association Blachon en mouvement aussi. Ah, oui. On est là. On est en mouvement. On est en mouvement. C'est un lycée promotion. Organisateur de spectacle avec une licence, 1 500 € la séance à partir de 3 dates, 1 350 € par séance. Les associations culturelles organisant un spectacle avec un tarif supérieur à 20 €, 1 100 €. Associations culturelles organisant un spectacle avec un tarif égal ou inférieur à 20 €, 900 €. Journée ou assemblée générale et séminaire, 1 000 €. Séminaire ou assemblée générale matinée ou après-midi, 500 €. Association culturelle, humanitaire ou sociale organisant une soirée sans entrée payante, 350 €. Pour toute location de salle, la durée de la prestation ne doit pas dépasser 23h30. Pour tout dépassement, 100 € sera réclamé par heure. Grille tarifaire, tout public. Tarif d'entrée, rapport de présentation, on est en train de lire maintenant. Tarif d'entrée pour les spectacles proposés en contrat de cession avec le CEDAC à l'attention du tout public, 15 €. Tarif en cas de casse, détérioration, perte, vol des lunettes 3D à l'attention du tout public, 80 €. Tarif séance cinéma. Désignation, tout public, tarif 7 €, tout public, projection en 3D, 8 €. Étudiants, retraités, chômeurs, présentation de carte d'identité, présentation de carte tout simplement, 5 €. Comité d'entreprise, amical, groupe à partir de 10 soirées, ciné, débat, art et essai, 5 €. Enfants de moins de 12 ans, 4 €. Enfants de moins de 12 ans, projection entre 21 € et 25 €. 1000 associations Lamentin, 1100 €. Association de Lamentin, 950 €. Manifestation, tarif entre 16 € et 20 €. 900 € pour les hors Lamentin et 750 pour le Lamentin. Manifestation, tarif entre 11 € et 15 €. 700 € hors Lamentin, 750 Lamentin. Manifestation, tarif entre 5 € et 10 €, 500 € hors Lamentin, 350 Lamentin. Journée, assemblée générale, séminaire, conférence, 1 000 € pour les hors Lamentin et 850 pour Lamentin. Ensuite, matinée ou après-midi, assemblée générale, séminaire et conférence, 350 €. Association organisant une soirée sans entrée payante, 200 €. Pour toute location de salle, la durée de la prestation ne doit pas dépasser 23h30.
Pour tout dépassement, 100 € sera réclamé par heure. L'utilisation du projecteur numérique pour toute manifestation, 150 €. Nouvelle grille tarifaire pour les prix tout public. Tarif d'entrée pour les spectacles proposés en contrat de cession à l'attention du tout public, 15 €. Tarif d'entrée pour les spectacles proposés en contrat de cession à l'attention des enfants de moins de 12 €, 10 €. De 12 ans, 10 €. Tarif d'entrée pour les spectacles proposés en contrat de cession à l'attention des scolaires, 5 €. Tarif en cas de casse, détérioration, perte, vol des lunettes 3D à l'attention du demandant délibéré. S'il y a des questions techniques, je ne saurais pas répondre. Madame Vilova va répondre. Non, vous voyez, c'est le genre d'activité, pour ça que nous avons pris cette option-là à la Mantin, où on dit qu'il faut mettre ça entre les mains de professionnels, de gens qui maîtrisent, parce que quand on est maire, on est politique, on donne des grandes orientations, mais des choses comme ça, on ne maîtrise pas ça, parce que c'est un marché déjà, c'est une activité déjà qui est dans le secteur marchand, un secteur où il y a de la concurrence, un secteur qui est très dynamique, où ça bouge vite, et où nous devons définir une orientation. Donc moi je m'arrêtais sur l'orientation. L'orientation que nous on fait à la Mantin, c'est d'offrir la même qualité que ce que vous pouvez voir dans les plus grandes salles de Guadeloupe et moins cher, sans pour autant couler la commune de la Mantin. Donc c'est ça qu'on recherche cet équilibre-là. Moi je ne sais pas calculer ça, parce qu'il ne faut pas être trop éloigné de la réalité non plus, parce qu'il ne faut pas brader, mais on ne peut pas être au même prix que ceux qui sont totalement privés. Voilà, et parce que nous on est là pour aider les associations, particulièrement on travaille beaucoup avec les associations, et particulièrement les associations lamantinoises. On a une offre qui tourne aussi beaucoup pour la Mantin, mais pour nos voisins immédiats, c'est-à-dire Petit Bourg, Sainte-Rose, etc. Donc c'est un avantage pour eux de venir à la Mantin. Donc on joue un rôle de service public aussi à ce niveau-là. Donc il faut trouver l'équilibre. Et Madame Vilova nous fait une proposition dans ce... Mais il le faut. C'est très grave. Hein? Mais il y a certaines personnes, je vois, qui mettent sur les Facebook, la Mantin va n'y rien, la Mantin Victor 3. Non, c'est lui qui a dormi à Casayo. C'est lui qui a dormi bonnet à Casayo et qui n'a pas cherché à s'en la Mantin. C'est lui qui dormait. Mais ce n'est pas la Mantin qui sont venus. Il y a une belle programmation, il faut le dire. La Mantin, pour quelqu'un qui aime la culture à la Mantin, à moins cher, on ne va pas trouver mieux. Et en plus, tous les programmes qui passent, je ne vais pas dire le nom ne va faire de publicité dans la grande salle qu'on connaît là-bas, il y a tout cas passé la Mantin. Et en même temps, et de bonne qualité. Et de bonne qualité et moins cher. Tous les grands artistes qui passent partout, ils vont passer la Mantin. Et dans un confort, tranquille, il va mettre moitié à moun tranquille, etc. Nous n'y t'imachanons beaucoup dans nous, nous n'y t'imachanons et panini en nous, nous n'y t'imachanons et crêpes en nous, nous n'y t'imachanons en nous, nous n'y tout ça. Mais c'est resté dans bien à Casayo. Il n'y a pas à déplacer, il n'y a pas à venir au cas où on ne fait pas rien de vidéo. Non! Ça bouge à la Mantin. Avec une équipe dynamique, bon, il n'y a pas que le théâtre. Il attendez la médiathèque de la Mantin, c'est l'une des médiathèques les plus animées. Toujours une soirée conte, soit un artiste qui présente ses œuvres, vernissage, ou encore des conférences, débats. Il y a une vraie vie culturelle à la Mantin. Par contre, si vous voulez chercher bouillon, des soirées bouillon, des soirées pour jeunes, chose qu'on fait aussi, on sélectionne et ça se fait bien. On a déjà fait chaque fois pour la fête de la Mantin des soirées avec nos jeunes, parce que nos jeunes aussi, on ne les met pas de côté. Hein. Avec les DJ, tout ça, ça se passe
très bien. Voilà. Donc, à part une fois, dernièrement, il m'a fait un meeting. Donc voilà, il m'a fini, mais c'était pas nous. Et la mairie n'y était pour rien. Donc, s'il vous plaît, restons dans la ligne politique qui est choisie par la commune, qui est d'offrir à la population valentinoise de la culture, des loisirs, du sport, mais dans la tranquillité, le bien-vivre et le bien-être. Et pour le moment, c'est une ville qui est recherchée pour cela. D'accord? Quand nous sommes arrivés à la montagne, on était à 15 000 habitants, 15 000 et quelques, 16 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 18 000 habitants. Et dans quelques années, on sera à 20 000 habitants parce que les gens recherchent ce bien-être, cette tranquillité qu'il y a à la montagne. On a tout sur place à la montagne. Tout sur place. Le programme est mis en ligne aussi pour le ciné-théâtre. Oui, et puis tu fais bien de me dire ça. Ceux qui veulent connaître ce qui se passe au ciné-théâtre, vous allez sur le Facebook du ciné-théâtre, tout le monde branchez moi à la Facebook. Pour ça, vous allez passer au ciné-théâtre. Si tu veux savoir ce qui se passe à la médiathèque, c'est aussi sur le Facebook. Voilà. Et si nous sommes, vous voulez dégoûter quoi? La semaine. Non, mais vous voulez faire des petits coups de temps, mais nous avons sorti tout parti pour profiter, il faut nous demander ça que ça pour nous profiter. Et dorénavant, nous avons une chose, New Style. Donc, une chose high level, New Style, nous devons profiter des murs. Voilà. Donc, on est parti pour ça, il n'y a pas de souci. La montagne, ville où on vit bien, tranquillité, bien vivre, bien être et on se développe. On a le premier centre de traitement de, comment ça s'appelle encore, du diabète. Voilà, ils ont déjà commencé par l'installation de l'ophtalmologie, etc. De l'endocrino et tout ça, mais le but, en fait, c'est d'installer une série de spécialités qui sont dans le cursus de traitement du diabète. Voilà. La maison Jordania, bientôt, là, on aura notre laboratoire. Donc, on se développe. Par contre, mon souhait, vraiment, je vous assure, c'est compliqué, mais si on pouvait avoir un centre de radiologie à la montagne, ce serait une chose. Donc, je ne sais pas comment on pourrait faire ça. Je vais faire jouer mes relations un peu partout, auprès de l'ARS, un peu partout pour voir ça. Si on a un centre de radiologie, on est complet. On a un médecin du sport, on a un médecin du sport, on reste chez nous, on a tout sous la main à la montagne, parfait. Voilà. Donc, on va blaguer, non? Vérité, nous m'a dit là, c'est des mouvements à contrôler. Voilà. Excusez-nous, je ne pas faire de publicité, on fait de publicité. On a déjà voté ou pas? Le projet Microfolie est porté par le ministère de la Culture et coordonné par la ville, par la Vignette et un ensemble d'opérateurs nationaux. Chaque Microfolie se doit de répondre à 3 ambitions déclinables selon les spécificités de chaque territoire. Animer les territoires pour créer de nouveaux lieux de convivialité et d'échange dans un espace dédié autour d'une bibliothèque. Offrir au plus grand nombre d'habitants un accès aux œuvres des plus grandes institutions culturelles telles que le musée du Louvre à travers le dispositif du musée numérique présentant une galerie d'art virtuel unique mêlant art visuel, design, architecture, spectacle vivant et contenu scientifique. Favoriser la création grâce à la mise en place de Fablin. Suite au succès de la première microfolie ouverte à Sévran en janvier 2017, le ministère de la Culture a souhaité le déploiement sur le territoire national de 1000 microfolies en ciblant tout particulièrement les territoires prioritaires
En parallèle de ce déploiement, la Villette a travaillé sur la conception d'une microfolie mobile conçue pour être mise à la disposition de collectivités souhaitant expérimenter le dispositif, en reprenant les composantes essentielles d'une microfolie, musée numérique, Fab Lab, réalité virtuelle, ludothèque. L'association Cinéoplay est chargée à l'échelon local de la coordination et de la mise à disposition gracieuse du kit. On peut que c'est une opportunité qui se présente à nous et on la saisit pour offrir effectivement à la population de la montagne, puisque Valérie, c'est toujours toi, tu es la star de ce soir. C'est Alexandra, mais quand tu remplaces, tu peux expliquer. Tu peux? Ouais, non. Non, s'il y a des questions. Oui, s'il y a des questions, je pense. S'il n'y a pas de questions, quand tout le monde a compris, on va pas se voir, Tijon, le premier à faire. On passe au vote alors. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, moins 2 abstentions. Le dernier point est l'adhésion à la centrale d'achat public réseau des acheteurs hospitaliers pour les services de télécommunications, infrastructure informatique et cybersécurité. Notre collègue Saturnin Francillon, tu as la parole, cher ami. Monsieur le Président, bonsoir à tous. Le réseau des acheteurs hospitaliers RESA est un groupement d'intérêt public national, GIP, dont l'objet est d'appuyer la mutualisation et la professionnalisation des achats des pouvoirs adjudicateurs intervenant à titre principal ou accessoire dans le secteur sanitaire, médico-social et social. Créé en 2007 pour appuyer initialement la mutualisation des achats hospitaliers, le RESA élargit progressivement l'offre de sa centrale d'achat public destinée à l'activité est adhérente. Elle a accès aux conventions de services d'achat centralisés pour le marché souhaité. Une fois ces conventions approuvées par le conseil municipal, elles sont renvoyées au RESA accompagnées de bons de commande au montant de la convention. Pour faire face aux besoins de la ville en matière de télécommunications, d'infrastructures informatiques et de cybersécurité, il est proposé d'adhérer aux accords cadres suivants. Marché opérateur 2021-045, fourniture de services opérés de télécommunications et prestations associées, accord cadre disponible du 13-06-2022 au 24-04-2026. Lot numéro 2, téléphonie fixe et IP, Internet, VPN et SD, vente solutions de travail collaboratif. Lot numéro 4, téléphonie mobile, solution de MDM, couverture indoor, outdoor, app. Par ailleurs, pour répondre à ces besoins en matière d'infrastructure informatique pour la téléphonie, il est proposé d'adhérer à l'accord cadre numéro 2021-047, mono attributaire à bon de commande dont les caractéristiques techniques sont les suivantes. Marché infrastructure 2021- techniques sont les suivants. Marché sécurité 2021-063, prestations d'intégration et solutions de cybersécurité, accord cadre disponible du 01-06-2022 jusqu'au 22-03-2026, solutions de sécurité et de sauvegarde avec les prestations associées, afin de
Enfin, pour répondre à ces besoins en matière de solutions d'infrastructures informatiques, pour les solutions de serveurs d'hyperconvergence, de stockage et de réseau, il est proposé d'adhérer à l'accord cadre 2023-R082 multi-attributaire à bon de commande dont les caractéristiques techniques sont les suivantes. Marché infrastructure 2023-R082, solution d'infrastructure informatique, accord cadre disponible du 04-09-2023 jusqu'au 03-09-2027. Lot numéro 2, acquisition de solutions d'infrastructure informatique multi-constructeurs intermédiaires, solutions serveurs en rack et options associées, solutions de stockage, solutions d'hyperconvergence, solutions de sauvegarde, solutions réseau, sweeps et appliances. Il est à noter que l'adhésion à un marché du RESA n'apporte ni obligation d'achat. Donc c'est pour justement, suite au code des marchés publics, nous permettre de faire des investissements qui seront encadrés par la centrale d'achat. C'est un projet que nous avions déjà étudié il y a quelques années de cela au sein de la CNBT avec l'UGAP. Malheureusement, nous n'avons pas été plus loin puisqu'en fait, nous avions des difficultés avec l'opérateur pour pouvoir mettre en place cette solution. Et aujourd'hui, vu que le RESA travaille bien avec les territoires d'outre-mer, dans un premier temps avec les hôpitaux, puisque c'est un organisme qui a été créé dans un premier temps pour travailler avec les hôpitaux, mais qui a étendu son champ d'action sur les collectivités territoriales. Donc, sachant qu'il y a beaucoup d'opérateurs aujourd'hui sur le territoire, Orange, Data qui sont à même de nous proposer des solutions via le RESA et que c'est beaucoup plus simple pour la gestion des achats au niveau des services. Donc c'est pour ça que nous avons fait le choix d'adhérer à cette centrale d'achat. Bien sûr, comme il a été mentionné par M. Francillon dans l'exposé, il n'y a pas d'obligation, mais par contre, nous faisons une adhésion dans le cas où le besoin est nécessaire. Là, par exemple, nous devrons faire l'acquisition d'un serveur. Donc là, nous passerons par la centrale d'achat pour faire cette acquisition. Y a-t-il des questions? C'est de la rationalisation de gestion. C'est pas une question. Oui, vas-y. C'est pas une question. À la page 25. Moi, le micro, s'il te plaît. À la page 25, l'adhésion de la collectivité territoriale donne lieu à une cotisation annuelle. Justement, c'était un petit peu la problématique que nous avions avant. Là, par exemple, on a cité Orange, donc c'est pour la partie télécommunication. Donc sur la partie télécommunication, comme Orange est une multinationale qui a aussi une structure aux Antilles, donc il va de soi que pour nos acquisitions, ça passera par la structure Orange qui est sur le territoire. Maintenant, sur la question, par exemple, liée au serveur, parce que je la comprends, il faut savoir que sur les serveurs, il y a deux attributaires, Axians et CFI, qui est une boîte métropolitaine. Alors Axians a une structure en Guadeloupe, donc aujourd'hui peut nous permettre d'acheter des solutions. Et la société SFI, qui est une entreprise métropolitaine, a fait un partenariat avec des structures qui sont implantées sur les territoires d'outre-mer. Donc vous avez la société Atos, Data et d'autres qui sont sur le territoire. Donc en fait, on fait le marché en passant par la structure qu'on aura choisie. Et ensuite, elle va nous permettre de faire l'acquisition avec la structure sur le territoire qui pourra y répondre favorablement. Bien sûr, la solution n'est pas faite pour écarter les entreprises guadeloupéennes. Donc et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a dit qu'il n'y a aucune obligation à passer pour le RESA, mais vous savez que pour la partie informatique, nous avons une obligation de faire des marchés dès le 1er euro.
Donc aujourd'hui, pour se conformer à la réglementation, il est important pour nous de voir justement adhérer à ce genre d'organisme pour pouvoir justement être en marge dans les clous pour la réglementation aujourd'hui en vigueur. Alors, pour les achats, si vous avez une mutualisation. A-t-il d'autres questions, collègues? Face au vote qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Mes chers collègues, permettez-moi vraiment de vous dire merci pour cette belle tenue. Et comme on a commencé, permettez-moi encore de remercier, de dire merci à la collectivité de Capestermello et à son maire, Jean-Philippe Courtois, qui a trouvé notre projet commun et qui a délibéré hier soir pour qu'on puisse constituer la première SPL qui va gérer les eaux thermales de la Guadeloupe. Merci beaucoup. Thank you.